Bonjour, Bokarba qui revient vers vous pour expliquer les trois formes de racisme. Nous avons ces derniers moments vécu le Black Matter, mais pour comprendre aussi le Black Matter, il faut aussi comprendre les trois formes de racisme qui existent. Alors, je vais d'abord commencer, si vous voulez, par le racisme populaire, parce que c'est le premier qui a favorisé quand même l'esclavage, si on peut résumer comme ça, même si certains le datent un peu plus tard. C'est quoi le racisme populaire? C'est quand, pendant cette période, on a fait des expositions dont la plupart même des Africains ne savent pas, de ces expositions qu'on appelle expositions coloniales. On a fait appel à les Africains pour leur dire d'abord, venez, vous êtes des artistes, on va présenter des colonies. Donc quand ils sont venus en Europe pour présenter des colonies, il y avait des expositions un peu partout, dans des parcs, dans des zoos, ce qu'on appelait aussi les zoos humains, comme des animaux parqués. Et la plupart, en ce moment, 17e, 18e, les jeunes Européens qui venaient pour la première fois voir les Africains, qui sont morts et qui vont transmettre finalement à la lignée et qui seraient perpétués. Donc, ils vont voir les Africains dans des parcs en train de grogner comme des animaux. Donc, quand ils rentrent pour la première fois, quand ils rentrent, donc, ils vont se mettre dans la tête que c'est des sauvages. Alors, on va se dire que le contraire s'est fait parce que les Européens qui étaient colonisés, ce qu'on appelle, c'était des gens qui étaient bien formés et qui sont allés pour faire un complexe d'infériorité sur les Africains. Parce que c'est des gens qui venaient d'universités. De sorte, aujourd'hui encore, le complexe reste. La plupart des Européens, des Africains, ils pensent que tous les Européens sont riches et bien formés parce que c'était effectivement qui a favorisé le premier contact. Alors, le contraire, une bonne partie des Européens, sauf qui ont beaucoup voyagé en contact avec la culture, des gens hyper ouverts, beaucoup même des Européens, on peut dire, pensaient que effectivement que la plupart des Africains, effectivement, c'était entre guillemets des sauvages, parce que c'est ce qui a été transmis, si vous voulez, de lignée en lignée, ce qu'on appelle le racisme populaire. Et puis le symbole de ce racisme populaire est une dame qui s'appelle Saartjie Baartman. Elle est née au XVIIIe siècle, une femme hottentote, qui vient d'Afrique du Sud. Elle était venue faire du théâtre, exposée dans des zoos humains, où il faisait des spectacles, de Londres à Berlin, en passant presque par toutes les grandes Paris, par toutes les grandes villes européennes, elle sera exposée, où des gens viennent la regarder. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Vénus Noire, qui relate ces faits. Donc, elle finit là-bas, elle va revenir effectivement à Paris, dans les grands salons. Elle meurt à Paris en 26 ans parce qu'on l'a obligée à faire la prostitution, alors qu'elle était venue en tant qu'artiste. Et quand elle meurt, on va sectionner évidemment ses organes génitaux qu'on va exposer dans le bocal de formol au musée de Paris. Et malheureusement, malgré les droits de l'homme de 1948, du 10 décembre 1948, son corps était exposé, excusez-moi, à Paris jusqu'en 2002. C'est seulement Nelson Mandela, parce que c'est le premier président africain après le règne de l'apartheid, qui va demander le rapatriement du corps de Saartjie Baartman. Mais jusqu'à 2002, si on allait au musée de l'homme, on pouvait voir ses organes génitaux exposés. Donc on est dans le racisme populaire. Qu'est-ce que ça favorise? Ça favorise une transmission orale que les Africains n'ont pas de civilisation, etc., etc. Alors qu'on sait tous, on ne peut pas revenir sur l'Antiquité africaine, le Moyen-Âge africain, même avant l'Antiquité, ce que, effectivement, c'est pas par hasard, effectivement, qu'Alexandre le Grand a fait d'Alexandrie, n'est-ce pas, la capitale, effectivement, la capitale où il y avait tous les savants qui étaient venus. Donc, c'est le lieu propice. Donc, on savait qu'il y avait des connaissances, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, c'est un autre sujet. Ça, c'est le racisme populaire. Alors, par la suite, on va entrer dans le racisme scientifique. Le racisme scientifique, ce sont des médecins dans les glidons, ce qu'on appelle aussi la craniométrie. On mesure sur la différence des crânes. On dit que les crânes des Africains sont plus petits, donc en gros, il faut, par exemple, ils sont moins intelligents. Ce racisme aussi implique le darwinisme social, c'est-à-dire que, entre guillemets, les espèces les plus faibles vont disparaître. Finalement, cette théorie va être démentie 50 ans plus tard, la théorie de Nodeglidon sur les craniométries, 50 ans plus tard, elle va être démentie parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais effectivement, les choses subsistent encore. Donc Nodeglidon renvoie au fondement biologique. Tout ce qu'on mesure en disant le crâne, machin, même en disant excusez, sexe des Africains plus grand, etc., etc., mesurer, comparer, etc., etc., ça, on est encore dans le racisme scientifique. Voilà. Et par la suite, le racisme que nous vivons actuellement, c'est le racisme sociologique. Le racisme sociologique, c'est Arthur Gobineau, du moins qui est le père de ce racisme, d'ailleurs qui a beaucoup inspiré Jean-Marie Le Pen, qui le reconnaît. Aujourd'hui, ce matin, j'en discutais avec un ami, Mustapha. Donc, en gros, on va se rendre compte que le racisme sociologique, vu que le racisme scientifique a été éliminé, on va se baser finalement sur le racisme sociologique ou le racisme culturel. Donc, on va se baser, là-bas, on se basait sur les fondements biologiques, mais là, on va se baser sur le fondement culturel. Donc aussi, ce racisme s'est appliqué, vous le savez très bien,
aux États-Unis avec le système de separate but equal. Après la première constitution, n'est-ce pas, d'indépendance des États-Unis de 1776, la première constitution va reconnaître ça. C'est pourquoi pendant longtemps, vous avez eu une ségrégation ou apartheid, si vous voulez. Ça s'est passé aussi en Afrique du Sud, mais en tout cas, on revient sur les États-Unis. C'est pourquoi on avait separate but equal. Déjà, Malcolm X le dit très bien. Malcolm X, il dit que tu peux être professeur d'université, médecin, ingénieur, etc., etc., mais on va toujours te renvoyer à tes fondements biologiques. Alors qu'on sait qu'effectivement, on a fini par comprendre avec des recherches qu'il n'y a qu'une seule race humaine, une seule race humaine, il n'y a pas deux races humaines. Donc le racisme sociologique aussi va se baser sur la culture. Et cette culture, elle est un peu bizarre. On ne va pas baser sur ta culture, sur tes connaissances ou bien sur tes expériences dans le monde, mais cette culture aussi, elle est tout à fait renvoyée par rapport à ta couleur. On ne va pas voir, par exemple, les cultures qui t'ont influencé, n'est-ce pas? Et comme je le disais, par exemple, un Sénégalais, quelqu'un qui est né au Sénégal, qui a grandi en Afrique du Sud, ne va pas forcément avoir toute la culture sénégalaise. Il s'est forcément influencé par la culture sud-africaine. Pareil, un jeune Européen, effectivement, qui est né Européen, de couleur, je veux dire, et qui va naître en Afrique, par exemple, et s'il accepte, si les parents sont pas racistes, et qu'il se mélange avec les Africains, il aura forcément une grande influence africaine. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Donc, si on regarde les trois formes de racisme, le racisme populaire qui a favorisé effectivement l'esclavage, et le racisme scientifique sur les canyométries et le racisme sociologique. Donc, on peut dire que même c'est le racisme populaire, il a favorisé l'esclavage et aussi en disant qu'ils n'ont pas de culture, ça c'était encore, que ça se situe entre les deux fourchons, pendant la période des Lumières, qui était une lumière en tout cas en Europe, mais la lumière pas pour les Africains, parce que cela que Napoléon Bonaparte a réintroduit l'esclavage et avec le code noir. Et dans ce code noir, ce qu'il faut remarquer, on disait qu'ils n'ont pas d'âme, donc forcément il fallait leur amener une civilisation, alors qu'il y avait des civilisations, des connaissances sur place. C'est pourquoi on disait qu'en ce moment, dès que la colonie est occupée, tout le peuple devait se convertir à la religion chrétienne et à la civilisation chrétienne et créer un complexe d'infériorité et pousser même les Africains à réfléchir en français. Donc, le problème de Black Matter, c'est une question extraordinaire, mais c'est de lutter effectivement la profusion de ces trois formes de racisme. Même si on a lutté contre le racisme populaire, même si on a lutté contre le racisme scientifique, le racisme sociologique fait des ravages depuis le XXe siècle, dont le maître penseur fut Arthur Gobineau. Arthur Gobineau, c'est lui qui a influencé la plupart des partis d'extrême droite en Europe. Donc comprendre ces trois racismes nous aiderait à comprendre aussi le racisme. Voilà, donc le racisme, ce n'est pas tout simplement dire que je suis ou je ne le suis pas, mais aussi c'est sur la façon de penser, la façon de voir le monde, la façon de voir l'humain en tant que tel. On ne peut pas tout simplement renvoyer l'humain à ses fondements biologiques, on ne peut pas non plus renvoyer l'humain à son fondement culturel. C'est effectivement pour vous dire que ce qui permet effectivement au racisme de survivre comme les virus, effectivement c'est son déni. On nie que le racisme n'existe pas et il peut passer par des formes diverses, des formes variées, par même des blagues, par même des farces. Donc ça lui permet aussi de s'enraciner. Donc on ne va pas faire une coupure brutale depuis le racisme populaire, malgré les explosions dans les os humains, malgré aussi le complexe d'infériorité qu'on avait créé au début de la colonisation. Rappelez-vous que les Africains, on les a exposés, on les a dit de venir en tant qu'artistes, ils sont retrouvés parqués dans des eaux, alors que le premier contact entre les Européens et les Africains, c'était des gens formés, d'habitude même pas, on ne peut pas dire des universitaires, mais en tout cas c'est des gens qui ont fait des études, qui sont allés en contact avec les Africains, de sorte qu'on a créé en sciences politiques ce qu'on appelle excusez, la domination symbolique. La domination symbolique, finalement, le colonisé va penser qu'il est inférieur et il va accepter cette situation. C'est pourquoi Bob Marley dit « Emancipate yourself from mental slavery ». Et aussi son déni, vous savez qu'il y a Malcolm X aussi qui disait qu'il préfère un loup à un renard. Parce que le loup, tu sais qu'il est un loup, tu l'évites, alors que le renard, il peut te manger tranquillement, il peut te faire du mal tranquillement, sans pour autant que tu le sens. Donc ça ronge. Donc en gros, c'est le fait, il y a un déni aussi, et qu'il se réincarne sur différentes formes, et qu'il passe aussi par des moyens très subtils. Merci. Tels sont les enseignements qu'on voulait tirer de cette période qu'on vit, pour le comprendre avec évidemment étrangeté du passé de l'autre et si par le lien passé présent.
Voilà, merci beaucoup de vous abonner à la chaîne YouTube Bokarba Tigre TV. Je vous remercie. On terminam, on yaram, on yuram. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine rencontre historique ou littéraire. On yaram.